De retour dans l'African Newsroom, Karl Gaba, coordinateur du collectif Togo Debout, Daniel Toglan, écrivain, Gracien Roukendi-Kiza, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Merci, monsieur, d'être resté sur ce plateau. Alors, Gracien, vous vouliez intervenir suite aux propos de Karl Gaba. Oui, juste, je vais ajouter une chose. En fait, si vraiment le président togolais voulait partir, disait aujourd'hui je pars, je démissionne, je vous dirais c'est dangereux pour les négociateurs de l'opposition. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ça. Parce qu'un régime qui maîtrise le corps de sécurité et le président qui maîtrise tout son corps, qui décide du jour au lendemain, je m'en vais, c'est très dangereux pour les opposants parce qu'ils peuvent avoir en face quelqu'un qui est plus dur et les négociations sont stoppées tout de suite. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on peut négocier, il faut toujours négocier ça avec une certaine transition, beaucoup de choses. Moi, je dirais que les négociations devaient être plus longues si le président acceptait de partir maintenant, plus que si il disait je pars en 2020, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut s'imaginer. L'opposition a donc tort de demander un départ immédiat, Karl Gaba. Mais le schéma dont vous venez de parler, mais on a signé un accord politique global et en 11 ans, il ne les a jamais appliqués. Mais jamais pour partir. Il n'est jamais parti. Mais jamais pour partir tout de suite, il n'a jamais signé. Non, mais il a signé un accord pour appliquer effectivement la Constitution de 1992 qui imposait que nul ne pouvait être candidat plus de deux. L'interprétation. Non, pas interprétation, réalité. Il a changé la Constitution. Il a dû la changer. Daniel Toglan. Voilà. Hein, non, le problème, c'est d'avoir... Bon, lorsqu'on regarde les conditions d'accès au pouvoir de ce monsieur, de bonne heure dans la matinée, il remplace son père. Ensuite, il y a un certain nombre d'intérêts qui sont supérieurs à ceux des Togolais que représente ce monsieur. Et puis, il y a les intérêts internes, parce qu'il y a quand même des régions, ou bien des tribus, comme on dit, qui les supportent, ce monsieur, et qui ne veulent pas voir aussi les choses changer. Et ce sont les gens du parti au pouvoir. Alors, comme il est bien entouré, comment voulez-vous qu'il parte, qu'il prenne ses affaires ce soir et que demain matin, il ne soit plus au pouvoir? Ce n'est pas acceptable. Deuxième chose, il a envie aussi, si vraiment il a intérêt, il veut partir, il a besoin qu'on lui aménage un temps. Mais le problème, c'est de savoir s'il tiendra sa parole, parce que je ne vois pas. Mais il ne la tiendra pas, il n'a jamais tenu. Je ne vois pas ce monsieur tenir sa parole. Pourquoi? Il a un invité de marque, le monsieur d'à côté, le président ghanéen, qui vient chez lui pour négocier avec son opposition, et lui, il n'est pas là, il est en voyage. Il n'est pas vraiment élégant par rapport à son homologue ghanéen. Moi, j'aurais bien voulu qu'il reste et qu'il s'explique avec lui. Mais on n'a pas ça. Et ce sera très, très, très difficile pour le peuple togolais, vraiment, de se défaire de ce monsieur. Ce ne serait pas difficile parce que le peuple a anticipé ce que vous êtes en train de dire. Il faudrait que le peuple togolais soit révolutionnaire. Vraiment qu'il descende dans la rue. Il est bien dans la rue, mais il n'est pas révolutionnaire en tant que tel, parce que le sang coulerait. Pardonnez-moi alors. C'est un autre débat. Oui, bon, ça, le peuple vous entend. Du sang a coulé au Togo. Beaucoup de sang a coulé au Togo. Mais en cachette. Oui, en cachette et en réalité, Flo Jardin, il y a des crimes. Là, aujourd'hui, on parlait de prérequis qui demandaient uniquement la libération de prisonniers politiques. Mais il y a toute une liste de Togolais qui ont été assassinés dans l'histoire de ce qu'on a vécu dans la dictature des Gnassingbé. Et ça... On a fait vraiment un vœu de patriotisme en signant un accord politique global ou 27 accords avec la famille Gnassingbé, et ces 27 accords, ils ne les ont jamais respectés. Là, le peuple vous entend, effectivement, vous êtes en train de nous faire comprendre que forcer la loi. Mais écoutez, Togolais, il va falloir vous mobiliser encore un peu plus, il va falloir vous muscler un peu plus, et surtout faire confiance à nos négociateurs aujourd'hui. Les chefs de la coalition qui sont sur la table de négociation ont annoncé qu'ils vont respecter le prérequis. Ils sont dans cette négociation pour respecter le prérequis de la population, qui est la Constitution originelle de 1992, le vote de la diaspora
et le départ de Faure Gnassingbé. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, Togolais, on leur fait confiance. Mais c'est vraiment étonnant que les Togolais acceptent de négocier avec des négociations qui commencent à piétiner et qu'ils arrêtent de manifester. Parce qu'il n'y a pas la pression du peuple finalement, et elle est où actuellement? C'est ça aussi. Togo Debout partage ce point de vue. C'est pour ça, nous, Togo Debout, à la diaspora, on se défait effectivement de cette promesse qu'a pris la coalition d'arrêter les manifestations. Et dans la diaspora, aux États-Unis, je remercie tous nos militants qui sont au Canada, aux USA, en Allemagne, Sili qui est à Londres, Akondo qui est en Allemagne, Gaëtan qui est en Hollande et toute l'équipe de Paris. Écoutez, demain à Trocadéro, vous avez bien compris, il faut intensifier la mobilisation, il faut vraiment encourager, il faut vraiment mettre la pression sur tous les négociateurs pour qu'ils comprennent que la seule lutte qui puisse nous permettre de vaincre, c'est la mobilisation pour faire basculer cette dictature. Ils ont entendu votre appel. Merci à vous. On va continuer de débattre de l'actualité africaine dans le grand angle. 180 jours, pas un jour de plus pour rapatrier les fonds illégalement placés dans des banques étrangères. Voilà l'ultimatum posé par le gouvernement angolais aux citoyens fraudeurs, mais aussi aux entreprises. La lutte contre la corruption, l'une des promesses de campagne du président João Lourenço, et une loi sur le rapatriement des capitaux est d'ailleurs en passe d'être votée au Parlement. Ashley Duprat. 180, c'est le nombre de jours accordés par le gouvernement de João Lourenço aux fraudeurs pour rapatrier des sommes domiciliées de manière illicite à l'étranger. Bien plus qu'une loi économique, ce texte serait, selon les observateurs, un rappel à la moralité de la population angolaise. L'objectif de la loi que le président João Lourenço met en place, c'est que chaque membre de la communauté angolaise prenne conscience que nous vivons dans un monde nouveau. C'est fini l'impunité zéro. Tous celles et ceux, par leur façon de faire, par leur manière d'agir, ont pu, à un moment donné, confondre le denier public et l'argent privé, doivent faire l'effort. Plutôt que d'aller en prison, vaut mieux rapatrier l'argent sur place, investir sur place, créer des emplois. C'est peut-être la meilleure façon de se montrer citoyen de ces peuples que nous avons le plus besoin. Et pour ce faire, les citoyens et autres entreprises locales concernées par ce moratoire pourront non seulement rapatrier leurs fonds de manière gratuite, mais échapperont à des poursuites si et seulement si cet argent, que l'on estime à des milliards de dollars, est investi dans l'économie angolaise. Des sommes qui, pour l'historique rival du parti au pouvoir, l'UNITA, sont nécessaires à la viabilité de cette économie. Nous avons besoin de ces fonds. Le pays a des problèmes financiers parce que des finances du pays sont détournées pendant le régime qui a terminé maintenant. Donc nous sommes d'accord, complètement d'accord. Il y a des petits détails que nous pensons qu'il faut aussi résoudre. Il est à rappeler que l'économie angolaise traverse une période de trouble suite au déclin du prix du pétrole, le pétrole sur lequel est basé les 3/4 des finances du pays. Un projet de loi sur le rapatriement des capitaux déposés à l'étranger de façon illégale. Daniel Tognan, que vaut cette loi sans une réelle politique pour traquer les fraudeurs, mais aussi leurs fonds cachés à l'étranger? Oui, déjà vouloir que ceux qui ont sorti de l'argent du pays et les placer à l'étranger, leur demander de rapatrier ce fonds se gère très bien. Parce que la corruption, c'est la perversion. C'est détourner le processus qui devrait être mis à l'avantage du pays pour acquérir avec d'autres vraiment des privilèges ou des situations bien particulières. Ça, c'est le corrupteur qui fait ça. Que ce soit les États ou les gens de pouvoir, ils pratiquent tout ça. Le corrompu, lui, c'est de pouvoir donner sa complaisance. Voilà, on lui donne de l'argent, mais il laisse faire. Voilà. Ça ruine le pays, ça ruine la population, ça ruine toute une nation. Quand dirigeants demandent aux voleurs, n'est-ce pas, de rapatrier le fonds, c'est déjà très bien, c'est louable. Mais le problème, c'est de savoir comment est-ce que vraiment on a pris bien les mesures nécessaires pour le faire. Et je demande à aller voir. Gracias. Vraiment, en Angola, la corruption, il y a la grande transparence dans la corruption angolaise.
c'est clair. L'argent qui a été volé, on sait bien quelles sont les banques portugaises qui ont été rachetées avec l'argent volé. On sait quels sont les bâtiments dans Lisbonne qui ont été rachetés avec l'argent volé. On sait qui a volé, c'est pas à moi de les citer. Donc, même le président, il les connaît. C'est le fait qu'il demande, c'est qu'il a déjà les noms. Ce sont des gens qui côtoient Alors toujours. c'est pour les protéger? Non, c'est pas pour les protéger, en fait, c'est pour leur donner une porte de sortie. Et en même temps, il faut se dire que, à moins qu'ils changent le système angolais, la corruption, il y a la corruption de ceux, il y a ceux qui vont chercher l'argent à travers la corruption classique qu'on connaît, mais il y a aussi l'État, le pouvoir, qui corrompt tout le monde, y compris, je vais citer le cas des députés. Tous les députés angolais recevaient au moins 4 voitures de luxe, les BMW, les Mercedes. Ils recevaient clé à main des villas, clé à main des maisons de 5 chambres, 2 salles de bain. Je le dis parce que c'est une histoire que je connais très bien. 2 salles de bain. Et quand les députés voyagent, ils ont un billet d'avion pour 8 000 $. Billet d'avion pour l'Europe, 8 000 $ alors qu'on peut l'acheter à 600 $, 600 et 700, payé par le Parlement. Et les salaires qui avoisinent 10 000 $. Donc, cela veut dire que finalement, on est en train de corrompre même ceux qui votent les lois. Et du coup, on va laisser tout le monde être corrompu, les policiers jusqu'au président. Donc, c'est vraiment, il va falloir qu'il change tout le système en soi pour qu'il arrive à combattre la corruption. Mais est-ce qu'elle vaut quelque chose véritablement, cette loi qui est en passe d'être votée au Parlement? La loi ne vaut pas grand-chose parce que ça ne concerne pas la corruption qui est dans le pays. Or, il doit arrêter la machine. Là, il est en train d'attaquer la corruption du passé. Il doit arrêter la corruption du futur. C'est la corruption qui déclenche tout ce qui est inflation au pays. C'est la corruption qui déclenche tout ce qui est problème de devises, avec les devises qu'on retire dans l'État pour venir sur le marché noir. Donc, c'est vraiment un système, un pays perdu complètement dans la corruption. Très riche, mais la richesse qui profite à une petite minorité et surtout qui appauvrit beaucoup les Angolais. Les petits gens angolais, ils sont vraiment très, très pauvres comme les Nigérians. Un mot peut-être, Karl Gaba. Oui, mais ce problème de corruption, elle n'est pas simplement spécialement en Angola, c'est toute l'Afrique. Bon, on va parler du cas du Togo par exemple, mais tout le système est un système qui est régenté par un pouvoir, qui a accès aux marchés publics, dont qui sont attribués aux frères, aux sœurs, aux copines, et tout ça pour simplement s'enrichir et faire fuir tous ces capitaux vers l'étranger. Et il n'y a pas que l'Angola qui vit ce problème, c'est un problème qui est endémique dans toute l'Afrique. Alors, la banque angolaise a révélé il y a quelques semaines que voilà, l'existence de 30 milliards de dollars placés illégalement à l'étranger, donc sans doute, hein, vous l'avez évoqué au Portugal, des sommes colossales. Est-ce que le gouvernement angolais a quand même les moyens de les faire rapatrier? Mais vous savez, le problème qui se passe en Afrique, dès que le pouvoir change, on veut rapatrier les fonds qui ont été déposés dans des banques, que ce soit en Suisse, au Luxembourg, ou les petits États, les îles. Chaque fois, comme on n'a pas les preuves, quand quelqu'un dépose dans une banque, il change de nom. Ce sont des codes. Alors là, le Togo pourrait peut-être s'inspirer de l'exemple du Nigeria avec le président Buhari qui a véritablement lancé une offensive contre ceux qui placent de l'argent à l'étranger. Mais est-ce qu'il va récupérer tout l'argent? Le problème, c'est qu'il faut avoir assez de pouvoir. Si par exemple, on connaît qu'on sait une banque X, je ne vais pas citer une banque, bien sûr, je ne vais pas la citer, je m'excuse, une banque suisse. On sait bien que la banque, c'est dans cette banque-là qu'on dépose l'argent et que cette banque dispose des avoirs dans un pays, en Angola par exemple, on fait pression sur cette banque, c'est ce qu'ils ont fait les Américains. Les Américains par exemple, ils ont obligé les banques à dévoiler les noms des Américains qui ont des comptes à l'étranger. Est-ce que l'Angola dispose de ce pouvoir? Non. Et si l'Angola pose la question, à la limite, si les banques répondent, les banques vont répondre et reverser presque 1/10 de l'argent. Et comme ils auront déjà demandé, les banques peuvent remettre le surplus, les 90% dans les produits exceptionnels. C'est ça qui va faire les dividendes des actionnaires des banques européennes, des banques suisses, alors que c'était l'argent des Angolais. C'est le paradoxe
Quand on va placer l'argent à l'étranger, moi j'aimerais bien quelqu'un qui est corrompu, mais qui investit dans le pays. Au moins il donne de l'emploi, il crée la valeur ajoutée dans le pays. On peut dire c'est un corrompu, mais entre guillemets, patriote. Daniel Tognan. C'est très intéressant. Quand je dis que la corruption, c'est une perversion, on est dans le cas. On a des gouvernements qui sont corrupteurs. On corrompt le législateur, on corrompt la justice, on corrompt tout le monde accorde sa complaisance. Voilà, on peut faire n'importe quoi et n'importe comment. Ce n'est pas le développement du pays qui est mis en œuvre, ce n'est pas le bien de la population qui est visé, c'est juste le plaisir personnel. Et là, c'est terrible. Et j'aime bien ce que dit Racine, un bon corrompu, c'est lui qui est un bon corrompu, qui investit dans le pays, qui construit, bon, il n'emportera pas. J'ai un petit exemple. Au moment où le président Houphouët-Boigny construisait sa basilique, oui. Il y a Sa Majesté le roi du Maroc qui construisait aussi sa grande mosquée. Alors, les Ivoiriens, mes amis ivoiriens me disaient, mais oui, on pouvait distribuer cet argent-là, on critiquait sa basilique. J'ai dit, il n'a pas construit sa basilique à Paris, c'est en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu la permission. Voilà. J'ai dit, il n'a pas construit sa basilique en France, mais c'est en Côte d'Ivoire. Et vous critiquez sa basilique, mais vous ne critiquez pas la mosquée de Sa Majesté le roi du Maroc. Donc, si Houphouët a volé, ce que je ne pense pas, puisqu'il était aussi planteur comme les autres, mais ce qu'il a fait dans son pays, avec sa basilique, je pense que c'est un bon exemple. Il y a des personnes aussi qui construisent, qui volent et qui construisent. Et on a vu le cas au Cameroun, une villa, c'est un château, et tout le monde a regardé, et puis on critiquait, il n'a pas construit ailleurs. Et c'est là le cas de corruption un peu acceptable. Voilà. S'ils construisaient des usines au moins. Des usines, là, ça pour donner la main-d'œuvre. C'est ça. Mais ceux qui rapatrient, qui mettent l'argent à l'étranger, là, je ne suis pas certain que cet argent-là leur reviendrait ou que ça reviendrait à leur nation si jamais on n'avait pas de loi nécessaire, assez forte pour les obliger à rapatrier. Et aussi, il n'y a pas que eux, parce qu'ils ont quand même de souteneurs, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas placer 10 millions en Suisse ou bien en France sans que le gouvernement suisse ou bien les banques suisses puissent le savoir. Donc... Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.